sont là et garantissent la sécurité dans un territoire qui n'est plus une zone de conflit. Et donc, ça n'est pas nous mettre à risque, mais c'est signer une solidarité. C'est encore trop tôt ici pour donner des détails. On en a beaucoup parlé avec les Britanniques, avec d'autres pays. C'est une partie des discussions qu'on a entre Européens. Parce qu'évidemment, pour garantir la sécurité ensuite des Ukrainiens, il faudra que l'ensemble des alliés soient là pour éviter, comme je vous l'ai dit, que la Russie sinon ne recommence, parce qu'elle recommencera. C'est ce qu'elle a toujours fait ces dernières années. Donc pas de chèque en blanc. Mais il y a plusieurs modalités, on pourra y revenir s'il y a des questions là-dessus. Mais on n'est pas aujourd'hui, en tout cas dans la situation... Je ne vais pas décider demain d'envoyer des troupes en Ukraine, non. Et ce qu'on envisage plutôt, c'est d'envoyer des forces pour garantir la paix une fois qu'elle sera négociée et signée. Alors j'ai beaucoup de questions qui arrivent, je vais regarder. J'ai Paya sur TikTok qui met « Vive la France », c'est pas une question, mais il a raison. Vive la France. J'ai Hervé Montblanc sur YouTube qui met « Est-ce qu'on va rétablir le service militaire en France ?» Comme vous le savez, moi j'ai ce projet de service national universel, qui n'est pas le service militaire, mais qui permet à une génération de progressivement entrer. On est dans la phase encore d'expérimentation. Mais je vais vous dire, bon, le service militaire aujourd'hui est suspendu dans nos textes. Nous sommes une armée donc professionnelle, une armée de métier. Aujourd'hui, notre priorité, c'est plutôt la sécurité du territoire français, de nos alliés, ses déploiements. Rétablir le service militaire du jour au lendemain serait une charge énorme pour nos armées. Parce que ce sont nos armées qui contribuent à cette formation. Donc est-ce que c'est la solution miracle? En vrai, pas tellement. Par contre, réfléchir autour de ça, je vois bien l'idée qu'il y a derrière, et moi je tourne autour depuis plusieurs années, former notre jeunesse, consolider le pacte entre la nation et ses armées, et nous assurer que notre jeunesse, en tout cas, est formée à plus de ce qu'on appelle la résilience, à une capacité à résister à la menace, est consciente de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, je pense que c'est un enjeu énorme. Et donc j'ai demandé, en début d'année, il y a quelques semaines, au ministre des Armées, au chef d'état-major des Armées, et aussi au secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, de me faire des propositions pour un peu changer les choses compte tenu de cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes et que j'ai décrivé tout à l'heure, pour qu'on puisse répondre à la menace. Et donc je pense qu'on va devoir inventer quelque chose collectivement qui fasse consensus dans la nation, mais qui permet à notre jeunesse, mais aussi au fond à toute la nation, d'être plus résistante face à ces menaces. Et ça, c'est une conviction profonde que j'ai acquise ces dernières années et ces derniers mois, c'est qu'au fond, la sécurité et la défense nationale sont bien évidemment nos armées, des capacités militaires, des technologies, dans tous les domaines, des sous-marins au spatial, mais c'est nous. C'est vous. Et surtout dans des démocraties. Et donc, si nous n'avons pas les anticorps, en quelque sorte, pour résister, pardon, c'est mon horloge qui sonne, si nous n'avons pas des anticorps pour résister à la menace, on peut devenir très vulnérable. Et ça, c'est une vraie fragilité de nos démocraties. Parce que vous vous informez, je suis en train de le faire sur des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, d'abord, ils sont détenus par des grandes plateformes américaines. Alors, les Américains sont nos alliés. Enfin, parfois, ils ont des choix qui ne sont pas les nôtres. Et c'est aussi pour ça que je me bats pour qu'on ait la transparence des algorithmes, parce qu'ils peuvent pousser des contenus et qui peuvent ne pas nous aider, et qui sont peut-être pas transparents et justes. Donc ça, c'est un enjeu stratégique. 2, on a une propagande, et en particulier les Russes et plusieurs autres, envoient sur nos réseaux sociaux, en particulier au moment des élections, sur des faux comptes, utilisant l'intelligence artificielle, énormément de messages. Et ils créent ce qu'on appelle de la volumétrie, et ils vous bombardent d'informations, parfois totalement fausses, mais qui prennent une proportion extraordinaire. On l'a vu d'ailleurs à plusieurs occasions. Dès qu'il y a une information qui peut affaiblir la France, c'est démultiplié par 100, par 1000, par les Russes et leurs fermes à trolls. On le voit en Afrique, où ils utilisent parfois d'ailleurs énormément de fausses informations pour retourner la tête des jeunes, et moins jeunes. On le voit d'ailleurs chez nous, la fameuse péripétie des punaises de lit, il y avait des faits véritables qui étaient maîtrisés, mais elle a pris une volumétrie folle, et ça a été signé, c'était des attaques russes. Tout ça pour vous dire que dans des démocraties, il y a un enjeu de pouvoir qui est l'espace d'information. Ça touche les citoyens, ça touche les jeunes, ça touche donc les décideurs publics, ça peut toucher aussi nos militaires. Et donc on a besoin de protéger nos infrastructures d'information, et quand même de démêler le vrai du faux, de mieux nous protéger. Et on a besoin de mieux former nos élèves
nos enfants à l'esprit critique et en quelque sorte préparer nos jeunes et moins jeunes à avoir en effet l'esprit critique pour être autonome, pour avoir du jugement face à en particulier ces fausses informations. Je prends cet exemple pour vous montrer qu'il y a tout un champ qui relève du civil, mais qui est essentiel et qui fait partie de ce qu'on appelle la guerre hybride. Et donc